Il existe en Cisjordanie une ville où une ligne invisible détermine tout. Qui peut circuler librement et qui doit passer des checkpoints. Qui peut construire et qui verra sa maison démolie. Qui vit sous protection militaire et qui vit sous surveillance militaire. Cette ville s'appelle Hébron, Al-Khalil en arabe. Il y a quelques semaines, nous y étions pour la première fois. Anwar Abou Eché, franco-palestinien, ancien ministre de l'autorité palestinienne et mémoire vive de cette ville, nous avait guidés à travers ce qu'il reste de la vieille ville. Nous avions vu ce que signifie concrètement vivre sous occupation. Les rues barricadées, les filets tendus au-dessus des rues pour se protéger des détritus lancés depuis les colonies, les maisons dont on a muré les fenêtres, les familles qui vivent dans la peur constante d'être expulsées. Mais il manquait quelque chose à notre compréhension, car pour chaque Palestinien qui nous racontait son expulsion, il y avait un colon israélien qui s'installait dans sa maison. Pour chaque commerce palestinien fermé par ordonnance militaire, il y avait une implantation qui s'étendait. Pour chaque rue interdite aux Palestiniens, il y avait des Israéliens qui y circulaient librement. Ces colons, nous devions les rencontrer, comprendre leur histoire, leur vision du monde, les mécanismes qui transforment un projet divin en occupation militaire. Non pas pour cautionner ni juger, mais pour saisir comment une réalité se construit, se justifie et finit par se normaliser au fil des décennies. Alors nous y sommes retournés, et cette fois, nous avons franchi la ligne de démarcation. Notre guide du jour, c'est le docteur Noam Arnon. Historien, archéologue et figure majeure du mouvement des colons israéliens, il est le porte-parole de la communauté juive d'Hébron. Pour lui, les colons ne sont pas des occupants, ils sont revenus sur leur terre ancestrale. Les images que nous visionnons plus tard ce jour-là au musée d'histoire des communautés d'Hébron Beit Hadassah confirment cette lecture de l'histoire. Hébron serait le berceau du peuple juif, le lieu où tout aurait commencé. La première visite qu'il tient à nous faire, c'est celle du tombeau des patriarches, que les Palestiniens appellent Mosquée d'Ibrahim. C'est ici que nous nous rencontrons. From this point, you can see the whole history of the land of Israel, beginning with Abraham. This is the first place that the first Hebrew men had purchased in the land that were promised to him by God. After many years, King David, he became a king here, the king of Israel. And then another king of Israel, named Herod, he built this magnificent structure, and this is the first Jewish presence in the land of Israel. Now, under this building, the fathers and the mothers, Abraham and Sarah, Isaac and Rebekah, Jacob and Leah, are buried here. And many years, this building is memorizing and symbolizing the Jewish memory, the Jewish presence, the Jewish connection to the land, the Jewish connection to the fathers and the mothers, to faith. So other nations came and built above the Jewish structure other buildings. Like you can see here, you see a piece, a wall of a church, a medieval church, and you can see a Muslim minaret. Means that the religions that actually appeared after the Judaism, the Christianity and the Islam, share the same place, the same faith, because the fathers and the mothers are the source of faith for mankind. On the other hand, where the Muslims added their minarets and turned the place to a mosque, they prevented Jews and Christians from entry. So we know about Jews who stood here, outside here in this corner, the seventh step it's called. The steps were here 700 years, from 1267
to 1967, waiting, praying, crying, hoping to return. Then, in 1967, we returned. And now the place is open. Now it's open for all. Again, as a source of belief and faith for all mankind. Noam nous raconte l'histoire d'Hébron telle qu'il la défend. Une histoire ancrée dans la Torah, dans les textes bibliques, dans la promesse divine faite par Dieu à Abraham de lui donner cette terre à lui et à sa descendance. Pour lui, cette terre n'a jamais cessé d'appartenir au peuple juif. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Anouar. Nous sommes heureux de le revoir, lui et ses récits qu'il pourrait raconter sans interruption, ses allers-retours constants entre le passé et le présent, sa lecture d'Hébron, son espoir pour l'avenir et sa foi inébranlable dans le droit international. Anouar nous emmène à nouveau sur les traces de la colonisation. Il est profondément investi dans cette mission, montrer à ceux qui ne l'ont jamais vu de leurs propres yeux ce que signifie vivre sous occupation. Aujourd'hui, c'est un écrivain français qui découvre à son tour les récits d'Anouar. Nous sommes toujours heureux de pouvoir revisiter ces lieux avec un regard un peu plus éclairé que la dernière fois. Il n'y a pas une commune palestinienne qui ne souffre pas de la présence d'une colonie. Voilà. Ça, c'est la colonie Kiryat Arba. Kiryat Arba, c'est la première colonie. Ça, c'est la frontière de la colonie. C'est la colonie, et c'est juste à côté des maisons. Et bien sûr, pour nous provoquer, très souvent, ils accrochent le drapeau israélien. Dire, nous sommes là, nous sommes chez nous, partez. Pour comprendre ce qui se joue à Hébron, il fallait comprendre Kiryat Arba. Rencontrer ceux qui ont fait le choix de vivre ici, entendre leurs récits, décrypter leur vision du monde, saisir les mécanismes idéologiques qui transforment un projet religieux en une occupation militaire. Deux figures clés de cette colonie ont accepté de nous recevoir. Zvi Katsover a été maire de Kiryat Arba de 1990 à 2008 et reste aujourd'hui un fervent militant du mouvement des implantations coloniales. Sa femme, Yehudit, est responsable du mouvement Sovereignty, qui milite pour la souveraineté d'Israël sur la Judée-Samarie. Leur histoire personnelle et politique rejoint celle d'un mouvement plus vaste, celui des colons religieux qui, depuis plus de 50 ans, redessinent la Cisjordanie. על פי התנ"ך, אנחנו נמצאים בארץ שלנו. ההיסטוריה מספרת שאנחנו כאן, פה הייתה ההיסטוריה שלנו כאן, ביהודה ושומרון, כאן התחילו הנביאים, כאן התחילו המלכים, כאן השופטים, כאן כל ההיסטוריה הייתה, לא בתל אביב, לא באשדוד ולא באשקלון, פה בהר הזה, בהרי יהודה, פה התחילה ההתיישבות וההתנחלות של עם ישראל, פה כל ההיסטוריה שלנו. ב-67' שוב פתחו הערבים עלינו במלחמה, ניצחנו. בנס גדול, ניצחנו, לא ברור איך הקדוש ברוך הוא החזיר לנו את כל רחבי ארץ ישראל, וממשלת ישראל לא ידעה מה לעשות עם זה. וב-68' התחילה כמה משפחות לעלות לחברון וכמה משפחות לכפר עציון. מאז ברוך השם היישוב היהודי גדל, ועדיין אנחנו חיים באנומליה של שלטון צבאי על יהודה ושומרון. והסכמי אוסלו זה טעות אדירה, איומה ונוראה. אנחנו לא מסכימות להסכם הזה, כי אנחנו דבקות בהחלטה האלוקית שזה שלנו. הולכים על פי התנ"ך. ואז החלטנו לפעול בצורה דמוקרטית, כמו שאמרתי לך, דרך הכנסת, להשפיע על חברי הכנסת, להוציא עיתון, לעשות חוגי בית, לעשות סמינריונים, לעשות ועידות, בכל דרך במדיה, לנסות להוביל את הרעיון שארץ ישראל היא שייכת לעם ישראל, והיא חייבת להיות שלנו. ורק זה מה שיביא יציבות לאזור הזה, כי אנחנו לא נוותר. Écouter leur récit est fascinant, pas forcément pour ce qu'ils révèlent des vérités historiques, mais pour ce qu'il dit de leur vision du monde, une vision où la religion, la Torah et la Bible ne sont pas de simples références, mais les fondements même de leur légitimité à être ici.
Pour beaucoup de colons religieux, s'installer en Cisjordanie n'est pas qu'un acte politique. C'est un acte de foi, un retour sur une terre qu'ils considèrent comme leur héritage sacré. Cette conviction profonde façonne chaque aspect de leur vie à Hébron. Cette foi se manifeste, se célèbre, s'incarne dans des lieux précis, des lieux chargés d'histoire, de mémoire et de sacré. Des lieux qui, pour eux, justifient tout. Leur présence, leur combat, leur refus de partir. Aujourd'hui, nous assistons à un événement exceptionnel, une Brit Mila, une cérémonie de circoncision au cœur du tombeau des patriarches. Entouré de prières et de chants, cet événement marque l'entrée de l'enfant dans l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Julien est invité à se faire bénir par le parrain de l'enfant, comme le veut la tradition. Nous rencontrons Daniel, l'arrière-grand-père du nouveau-né, et lui demandons ce que signifie pour lui de célébrer cette naissance ici, dans ce lieu sacré. C'est très important, c'est très significatif. C'est une relation avec nos ancêtres, c'est la continuation. Ce que nos grands-parents auraient voulu avoir pour eux-mêmes, et ils n'ont pas eu la chance de le voir parce que la diaspora n'était pas terminée à l'époque. Mais pour nous, Baruch Hashem, la diaspora est terminée, nous vivons dans notre pays, nous sommes revenus dans nos racines. Donc tout se fait sur place. Mais ce lieu sacré a un autre nom, une autre histoire, un autre peuple qui le revendique. Pour y accéder, il faut passer un checkpoint, franchir une frontière au cœur même d'un lieu de culte. Depuis 1994, ce site est divisé en deux. Cette année-là, un terroriste israélien, Baruch Goldstein, a ouvert le feu dans la mosquée pendant la prière. C'était le Ramadan, donc le mois de jeûne, et il y avait les gens qui faisaient leur prière, et il a commencé à lancer des grenades et à tirer, et il a tué 29 musulmans, il a handicapé quelques dizaines, et blessé 200 ou 200 et quelques minutes, ici. Depuis ce massacre, un mur sépare les fidèles. Des entrées différentes, deux espaces distincts, sauf pendant les fêtes religieuses durant lesquelles chaque communauté a un accès exclusif au site. Deux mondes qui ne se rencontrent plus. Alors, ici, ce minbar-là, c'est le seul minbar authentique, réel du monde, qui date du XIIe siècle. Depuis 1994, il doit y avoir quelques traces de balles. Anouar, lui aussi, a son mot à dire sur l'histoire. Une lecture radicalement différente de celle que nous ont livrée les Israéliens. Alors, en 1967, lorsque Dayan est arrivé, et c'était quelqu'un qui était très curieux en matière d'archéologie. D'ailleurs, il a volé aux Palestiniens beaucoup de choses très anciennes. Bon, il a amené une petite fille qu'il a descendue ici, c'est l'entrée du caveau de la patriarche. Et elle a fait le tour et elle n'a rien trouvé, rien. Il n'y a rien dans le caveau de patriarche. Il n'y a pas un os, il n'y a rien. Moi, en tout cas, ma conviction, à tort ou à raison, c'est qu'Abraham n'a jamais mis le pied à Hébron. Pour finir avec Moshe Dayan, après qu'il a été déçu, il a mis plein de béton pour qu'on puisse jamais entrer dans ce caveau de patriarche et que pour le mensonge soit éternel. Anouar nous ramène dans les ruelles de la vieille ville.
Cette fois, il nous fait rencontrer des habitants d'un quartier particulièrement marqué par la présence militaire et coloniale, le quartier Al-Salaimeh, enclavé au cœur d'une zone sous contrôle israélien. حاطين لنا لهم تقريبا بدنا نقول يمكن 10 سنين 12 سنه محسوم اسمه محسوم 160. هذا المحسوم بدخلوا فيه على اوليتها كانوا ينكدوا على الكل بدهم ارقام، الناس احتجت ما قدروا عليهم صاروا دخلوهم، يعني لو صار عمليه في السبع عندنا بسكروا بدنا نعاقب. بنتنبر اللي طالع برا ما في مجال انه يدخل، بنضطر انه يبات برا لأنه فيش مجال يدخل إلا من هذه النقطة. هلا بعد الحرب بعدها ب3 شهور صاروا يعملوا لنا إياه 3 ساعات في اليوم مفتوح علينا، وهم نجحوا إنهم يهاجروا السكان، نص السكان أصبحوا إنهم يطلعوا من بيوتهم. يعني عندك يوم الجمعة والسبت هدول بتلاقيش حدا في الحارة، نص الحارة طالعة لأن بدهم يروحوا على أشغالهم. يوم عيادهم نفس الشغلة، نص الحارة مش بالحارة، فيش حدا، كلياتهم طالعين. ممنوع سيارات، بدك تمشي مشي، ومرات إذا شك فيك بوقفك بفتشك تفتيش بشبحك شبح. Ces récits sont troublants. Violences quotidiennes, humiliations au checkpoint, restrictions de mouvement qui transforment chaque déplacement en parcours du combattant. Les exemples s'enchaînent. Des enfants contraints de faire de longs détours pour aller à l'école, des femmes enceintes forcées de quitter leur maison, des habitants battus pour avoir pris le mauvais chemin. À quelques centaines de mètres de là, dans la colonie de la vieille ville, c'est un tout autre monde. Les habitants que nous rencontrons rayonnent dans un quotidien qu'ils disent banal, paisible, protégé, heureux. Je suis venue de France, de Paris, née à Paris, et j'ai fait mon alia en 85, donc ça va faire 43 ans que je suis en Israël. Et je vis tous les jours le grand bonheur et les miracles du pays, parce que je me suis mariée, j'ai fait 6 enfants, et Baruch Hashem, Dieu merci, ça se passe très bien. Bon, on a passé des moments aussi avec les attentats, les guerres, tout ça, ok, ça fait partie de, comment dire, de la vie en Israël, mais moi je vois que le positif. C'est très agréable. Il y a une communauté avec laquelle je vis, autour de la synagogue, autour du cycle de la vie juive, qui est très, très fructueuse et très amicale, beaucoup d'entraide, et une vraie vie de communauté. People can be surprised to see, to know daily life is the same as in any other place. You get up in the morning, you rush to send the children to school, to go on time for work. But from time to time, you hear some shots around. You get used to it. You can celebrate by shooting, can express some feelings by shooting. Okay, you get used to it. So it's not very different from any other place. In this area, you can see Jews and Arabs live side by side. This is a Jewish home. This is a home of an Arab family named Jaber House. Here is called another Jewish home, Bet Leah. Jews and Arabs can live as good neighbors. That's what I believe in. And this effect, you can see it in your own eyes. People maybe don't know about it, but it's a fact in Hebron. This is the situation in Hebron. Les violences quotidiennes et fermetures font partie du décor, des incidents ponctuels qui n'altèrent pas l'essentiel. Une cohabitation qui fonctionne déjà, selon eux, sous contrôle sécuritaire israélien. C'est le modèle qu'ils défendent, une souveraineté exclusive censée garantir leur protection. L'impact sur les Palestiniens reste en périphérie de leur discours, largement minimisé. Ce médecin a dû fermer son cabinet lorsque les Israéliens ont fermé la rue des Martyrs, autrefois l'artère commerciale principale d'Hébron. Because this area is closed, I changed my work. Before it closed, because there's nobody coming here from special working with medicine veterinarian. All this closed from the area. This is closed the door. This is main road in the city. All the people from West Bank, from
Haifa, Yafa coming, putting bus here and coming enter here, going to Al-Haram Mosque, Al-Khalil Mosque. And now it's closed. Nobody coming here. It's not easy to hear. Pourtant, lorsque nous empruntons cette rue avec Noam, le discours est tout autre. D'ailleurs, il la connaît sous le nom de King David Street. Selon lui, elle n'est pas une artère confisquée. C'est un espace sécurisé, une nécessité dictée par les accords d'Oslo et le protocole d'Hébron, qui ont divisé la ville en zones H1 et H2. Jews are not allowed not to H1 and not to H2, which is all here, but Jews are allowed only to H3. What I call H3, it's 3% of the town. It's a small neighborhood. Some people call it a ghetto. This is the Jewish quarter here that we are now. All the town, which is about 20,000 dunams, 20 square kilometers, is closed for Jews. And now the center of this neighborhood is this street. And then terrorists attacked Jews in the street. Now the army decided to close the shops. People come from all over the world and say, wow, they closed shops. But it's 1 kilometer to hundreds of kilometers around that Jews are not allowed to step in. This is the balance of the situation. And what my dream, as I said before, is to open the city for all. 1 kilomètre de rue seulement. Pour Noam, c'est un prix minime à payer pour la sécurité de son peuple. Mais ce même kilomètre a contraint plus de 300 commerçants à fermer leurs portes. Ceux qui restent survivent dans la pénombre, sous des filets chargés de détritus, dominés par les maisons des colons situées au-dessus, dans la lumière. Le samedi, ils sont contraints de baisser le rideau lors des visites des colons dans la vieille ville. Escortés par des soldats, souvent brutaux, ceux-ci viennent imposer leur présence, leur domination, ponctuée d'insultes, des colonies jusqu'au cœur du souk. Et pourtant, Noam relativise encore. Jews lived there until the massacre. And Jews walked around, and Jews were shopping in the market. It was all free, all safe. Then what happened? The Jews were forced to live in a small ghetto, and Jews were denied access to this neighborhood. And we, as the Jewish people here, we said we want to visit there. So this is 1 hour a week. 1 hour a week, Jews are allowed to visit in this old market on conditions that are protected by soldiers. 1 hour a week. Cette visite-là, c'est vraiment de la provocation outrancière. C'est venir nous dire, vous n'êtes pas chez vous, ils nous empêchent de bouger. Les colons vous narguent tout le temps, soit par des crachats ou des insultes ou des mouvements obscènes. Et vous vous sentez humilié et que vous êtes chez vous, mais vous êtes vraiment totalement dominé et même haï par beaucoup de monde qui passe. D'autant plus que nous, on n'a aucun droit ni d'aller de l'autre côté, ni aller à Jérusalem, ni même sortir de la ville où on reste des heures parfois pour traverser un checkpoint, un barrage. Alors vous vous sentez sans aucun droit et vous voyez qu'ils ont tous les droits. Lorsque la présence des colons gagne les ruelles d'Hébron, elle écrase tout sur son passage. Même lorsqu'ils n'y circulent pas, leur empreinte reste visible, en surplomb. Nous nous interrogeons d'ailleurs sur un bâtiment qui nous avait marqué lors de notre premier séjour. Une imposante structure perchée au-dessus d'une rue commerçante à l'entrée du souk en zone H2, ornée de drapeaux israéliens. אנחנו מעבירים פה, יש מצב בנייה, אנחנו מעבירים פה עכשיו את המורים. למה זה יהודי? זה הנאמן היהודי. זה העירייה הישנה, לא? יכול להיות. זה הבית ולרו? זה הבית ולרו. La maison Valero, une propriété juive historique abandonnée après le massacre de 1929. Le gouvernement israélien aurait autorisé les travaux, sous la surveillance de l'armée, afin de la transformer en logement étudiant pour la yeshiva Shavei Evron, située en face,
une école religieuse juive. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ferme encore, comme la rue des Martyrs, qu'on ferme cette rue-là. Si on ferme cette rue-là, toute la vieille ville nous sera interdite. Et là, je crois que je mourrai de chagrin. J'espère que ça n'arrivera pas de mon vivant. Tout ce que vous voyez, de A à Z, c'est pour la sécurité des Israéliens, sacro-sainte. Sécurité. On peut tout faire au nom de la sécurité. Voilà. Tout ce qu'ils savent, c'est que Dieu leur a promis cette terre et que c'est à eux seuls, et personne d'autre n'a le droit d'être ici. S'ils disent que c'est chez nous, que ces Arabes-là, ils n'ont qu'à aller chez leurs frères. Mais il y a des colons, j'ai vu des colons qui disent « nous sommes généreux ». Parce que nous laissons ces Arabes ici. Tout ça, c'est notre propriété, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Anouar regrette cette obsession sécuritaire, mais aussi cette conviction religieuse absolue qui transforme l'occupation en commandement divin. Du côté israélien, ce discours structure tout. La menace palestinienne est présentée comme permanente, existentielle, ne laissant d'autre option que le contrôle total. When we are here in Hebron, we feel that we are the answer. We show here, we say here, terror shall not win. Terror did not win. I mean, for some years, the terror here did win. From 1929 to 1967. They kicked the Jews out, they uprooted the Jews from Hebron. So you could think the terror did win. But thank God, later on, we return and we say terror should not win. People can live here in peace. People will live here in peace. But this fact that the terror did win was totally now disappeared. And we are the answer. As I said, Arabs did save Jews in the riots in 1929, but many of them today, unfortunately, are afraid to express this idea. They're afraid to mention it because they are victims for a terrible education from the Palestinian Authority. The Palestinian Authority is based on the PLO, Palestine Liberation Organization, a terror organization that used terror against Jews and Arabs. And they are afraid from them. And this is a corrupted regime that actually educates for terror. אנחנו מדברים על הצד הביטחוני. אי אפשר לקיים ביטחון בישראל ללא יהודה ושומרון. ראינו מה הסכם אוסלו עשה, שהביא רק אינתיפאדות אחריו. הייתם בחברון, ראיתם מה הערבים עושים, ראיתם את 7/10. הם אומרים במפורש, אנחנו רוצים לחסל את מדינת ישראל, וצריך להאמין. אחרי הניסיון שלא האמנו בשואה, שזה יכול לקרות, אבל אנחנו צריכים להיות למודי ניסיון, שמה שהערבים אומרים, צריך להקשיב ולהפנים, ולהבין שזה מה שהולך להיות. All the Arabs are the same. זה הדת שלהם. זה הדת שלהם. הדת שלהם היא בסייף. זה מה שהם קיבלו. הם כולם אותו דבר, כן. Pour ce couple de Kiryat Arba, il n'y a plus de débat possible. La cohabitation serait une illusion. Seule une souveraineté israélienne totale peut, selon eux, garantir leur sécurité. Les Palestiniens ne seraient pas un peuple autochtone, mais des immigrés venus des pays arabes voisins. Des migrants qui devraient retourner en Jordanie, en Égypte ou en Syrie. Dans leur lecture de l'histoire, il n'existerait pas de peuple palestinien, seulement des Arabes de passage. Selon eux, 10% des Palestiniens seraient de bons Arabes, les 90 restants seraient des terroristes. Ce discours radical n'est pas assumé par tous les Israéliens que nous avons rencontrés. Certains, comme Noam, évoquent encore la possibilité d'une cohabitation pacifique, mais à cette condition qu'il juge, lui aussi, non négociable,
la souveraineté israélienne. Maybe it's too early, but if you don't have a vision, you don't make steps to get it closer. We have to have this vision. Hebron, city of peace, city of Abraham. That should be the vision, and then leaderships from both sides will learn to live with it and to make steps towards this vision. L'avenir, c'est que le peuple d'Israël va reprendre sa place et le pourquoi il est fait, il a été créé, et que les Arabes vont accepter notre souveraineté sur cette terre. Et il y aura la paix dans le monde. C'est comme ça que je vois l'avenir. Israël nous a été donné par Dieu au peuple d'Israël. Et donc, on a la possibilité de... S'il y a des étrangers qui veulent habiter en Israël, ils ont le droit, s'ils acceptent notre souveraineté. Mais s'ils n'acceptent pas, alors on les fait partir. Parce que c'est ou nous ou eux. Depuis le 7 octobre 2023, tout s'est accéléré. Les positions se sont durcies. Pour les Palestiniens, les taux se resserrent chaque jour un peu plus. Reste une question. Que répondent les Israéliens à ceux qui considèrent ces implantations comme illégales au regard du droit international? Eh ben, moi, je leur dirais que c'est de l'ignorance. L'ignorance par rapport à l'histoire, et c'est de l'ignorance. Il faut étudier. Et quand on étudie, on sait très bien que Hebron a été acheté par Abraham et qui appartient au peuple d'Israël. It's ridiculous. Jews, all the history lived in Hebron. What would you say to the Jews if the riots and the massacre of the Jews in 1929 didn't occur and Jews were living permanently in Hebron? Would you say the presence is illegal? The Jewish presence in Hebron is more legal than the presence of the Christians in Europe, because Jews lived here from the beginning of history, 4,000 years. Always there was a Jewish community in Hebron until the Jewish community here was butchered, and the Jews here were butchered and massacred and raped and burned in the terror attack of the Muslims in 1929. So when Jews lived here, it's the most legal and moral fact in the world. עכשיו כל ההחלטות של האו"ם הן נראות לא נורמליות, שכולם נגד ישראל. Face à ces discours qui rejettent en bloc un droit international jugé acharné et inadapté, il y a ceux qui vivent les conséquences de cette impunité. Pour eux, ces débats juridiques ne sont pas abstraits, ils déterminent leur survie quotidienne. والله نطلع من المنطقة صعب علينا. المادية ما بتسمح إنه إحنا بدنا نترك لهم المنطقة، يعني هلا هذه بيوت أجدادنا مستحيل إننا نتركها يعني. هلا أنا يوم الجمعة والسبت برضه ما بدخل على دوري، بسحب حالي وبطلع بلحق ابني علشان أجي أفتح هون، لأن إذا دخلت خلص انحشرت بقدرش. في كمان أي شيء بصير عندهم إحنا بنتعاقب عليه. وين ما كان بصير إحنا بنتعاقب. Après ces quelques jours passés à Hébron, après avoir traversé la ville d'un bout à l'autre, écouter ces deux récits inconciliables, une image ne nous quitte plus. Ce contraste brutal, presque insoutenable, dans sa banalité même. D'un côté, cet enfant qui vient de naître grandira ici sous la protection de l'État israélien. Ses droits seront garantis, sa sécurité assurée. Son avenir semble déjà dessiné dans une ville qui lui appartient déjà. De l'autre, des enfants pour qui Hébron n'est pas une promesse, mais une menace permanente. Entre ces deux réalités, il ne s'agit pas de deux récits équivalents. Il y a une occupation mesurable, documentée, condamnée par le droit international. Il y a un peuple qui vit sous surveillance militaire dans sa propre ville. Noam nous a parlé de sécurité, de Torah, de légitimité biblique. Anouar nous a parlé de droit international, de résolutions jamais appliquées, de justice qui n'arrive pas. Deux hommes qui parcourent la même ville mais ne se connaissent pas,
ne se sont jamais parlé, ne se parleront peut-être jamais. À Hébron, la colonisation avance à visage découvert. Elle s'étend, s'enracine, se normalise, se célèbre. Pendant que, de l'autre côté, on résiste comme on peut.